Alors, t'as fini les stats du service? Ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Bon alors, l'année dernière, on avait 5% de décès. C'est comment cette année? C'est pas terrible, ça a augmenté de 50%. Mais c'est impossible, mec. On n'a pas 55% de décès dans le service. De quoi 55%? Bah, c'est ce que tu viens de dire. Ça a augmenté de 50%. 5 plus 50 égale 55. Ah non, 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 tu confonds augmentation absolue et augmentation relative. Cette année, il y a eu 7,5% de décès. Ah ouais, je fais ça, moi. Bon, admettons. C'est bof quand même, hein. Cette année, il va falloir que ça baisse de 50% pour revenir au niveau initial. Bon, allez, au boulot. J'ai une PTH qui m'attend. Non, 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 50%. Non, non, mais attends, mais ça aussi c'est faux, putain. Alors, je sais bien que les proportions et les pourcentages, tout ça, c'est des trucs qu'on voit au collège ou au lycée. Mais croyez-moi, tout le monde se plante quand même. Alors aujourd'hui, on va parler de proportions et de taux de variation. Comme le disait Ronald Fisher, les statistiques, c'est réduire la quantité de données. Dans l'épisode 2, on a vu qu'on pouvait résumer un tas de mesures, de type salaire, taille de pénis, etc., avec des indicateurs de position, les moyennes, les médianes, les modes. Et dans l'épisode 5, on a vu qu'on pouvait aussi décrire la dispersion d'un tas de mesures, avec des écarts types, des écarts moyens et autres. Mais bon, je vais vous dire la vérité, tas de mesures, c'est pas un terme officiel en statistique. Non, pour être propre, j'aurais dû vous dire que le salaire d'un groupe d'individus ou leur poids, ce sont ce qu'on appelle des variables. En gros, on s'intéresse à une caractéristique qui peut varier selon les individus, donc on appelle ça une variable. Personne n'a dit que les statisticiens étaient des gens originaux. Et en plus de ça, les variables qu'on a vues étaient ce que l'on appelle des variables quantitatives, c'est-à-dire qu'elles représentaient des quantités, quelque chose que l'on peut mesurer. Les poids d'un groupe de chats, par exemple, c'est un truc mesurable. Celui-là, il pèse 1 kg, celui-là, il pèse 1 kg 200 et lui 3 kg. Du coup, je peux calculer des sommes, des moyennes, des écarts types, etc. Ça a du sens. Par contre, je vous ai dit que l'épidémiologie, typiquement, c'était compter les morts. Et le problème, c'est que être mort, c'est pas super mesurable. Difficile d'être 42 morts ou 0,37 morts, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il ne s'agit pas d'une variable quantitative, mais qualitative, c'est-à-dire qui décrit une qualité. Être mort, oui ou non. Et comme on adore mettre des chiffres à la place des mots, on n'a qu'à dire que les oui c'est des 1 et les non c'est des 0. Les couleurs des robes d'un groupe de chats, c'est pareil, ça se mesure pas. Les chats ils peuvent être tigrés, ils peuvent être Isabelle ou noirs, etc. C'est une variable qualitative. On peut toujours la représenter sous forme oui-non, en considérant chacune des couleurs, qu'on appelle modalité, indépendamment. Genre, le chat est-il noir, oui ou non, le chat est-il tigré, oui ou non, 1 ou 0. Bon, et du coup, ces tableaux contenant des 0 ou des 1 décrivant des variables qualitatives, je les réduis comment ? Comment satisfaire le fantôme de Fisher en réduisant la quantité de données genre à un chiffre unique? Première idée, je peux faire une somme, ce qui revient au même que de compter le nombre d'occurrences d'une caractéristique. Par exemple, en France, en 2016, il y a eu 588 000 décès. En un chiffre, j'ai résumé un très gros tableau. Parfait, sauf que si je vous dis qu'en 2016, il y a eu plus de 9 millions de morts en Chine, vous n'allez pas être super surpris qu'il y en ait beaucoup plus qu'en France. Bah oui, en Chine, ils sont plus d'1 milliard, alors évidemment qu'il y a plus de décès. Du coup, pour pouvoir comparer deux groupes de tailles différentes, les sommes, c'est pas terrible. Pour régler le problème, on n'a qu'à diviser nos sommes par la population totale de chaque groupe. Ici, les populations françaises et chinoises de 2016. Mais attendez, mais ça me rappelle un truc, ça. Prendre la somme et de la diviser par le nombre d'individus qu'on est en train d'étudier. Mais bordel, c'est la définition d'une moyenne. Exactement. En France, la moyenne de la variable être décédé en 2016, oui ou non, c'est le rapport, à savoir la division, entre le nombre de morts et la population totale, soit 588 000 divisé par 67 millions. En gros, ça fait 0,01. Et pour la Chine, c'était 0,007. Et là, ça a du sens de comparer les pays. Visiblement, en moyenne, on est plus mort en France qu'en Chine en 2016. Et n'en soyez pas étonnés, c'est tout à fait logique, étant donné que les Français sont plus vieux que les Chinois. Bon, cette moyenne de être mort, on n'appelle pas ça une moyenne évidemment. On appelle ça une proportion ou une fréquence. La proportion des décès en France en 2016 parmi la population, c'est 0,01. Et du coup, cette proportion a des caractéristiques précises. Étant la moyenne d'une variable pouvant valoir 0 ou 1, eh bien les proportions sont obligatoirement comprises entre 0 et 1. 0 si personne n'est mort et 1 si tout le monde est mort. Et je vous l'ai déjà dit, les moyennes ne sont pas toujours une bonne représentation de l'individu moyen. Par exemple, dans une classe où la moitié des élèves ont 5 sur 20 et l'autre moitié 15 sur 20, la moyenne elle est de 10 sur 20, alors que personne n'a 10 sur 20 dans la classe. Donc l'élève moyen n'existe littéralement pas. C'est un cas où la moyenne décrit super mal l'individu moyen. Dans le cas des proportions, qui sont une moyenne, c'est toujours le cas. Un Français de 2016 n'est pas 0,01 décédé. Une proportion n'a donc aucun sens pour un individu moyen.
Mais exactement comme pour les moyennes, ça a par contre du sens si on fait des sommes. Alors, pour exprimer clairement les proportions, on va se débrouiller pour donner les résultats sous la forme d'une somme d'un certain nombre d'individus. Pour 10 Français en 2016, il y a eu 0,1 décès. Ça veut toujours rien dire. Alors on prend un groupe plus grand, une somme plus grande. Pour 100 Français, il y a eu un décès en 2016. Dit autrement, un décès pour 100, 1%. Et voilà à quoi servent les pourcentages, exprimer de façon logique et compréhensible des proportions qui n'ont pas trop de sens directement pour un individu unique. Et on ne se limite absolument pas au pourcent. L'important c'est de choisir la bonne somme pour être clair. Si vous avez des toutes petites proportions, genre 0,0002, c'est-à-dire 0,02%, il ne faut pas hésiter, pour rendre les résultats lisibles, à donner des résultats pour des trucs plus grands. 0,02%, ça fait 0,2 pour 1000. C'est presque ça. Ça fait 2 pour 10 000. Là, on comprend. Et typiquement, en épidémiologie, on s'intéresse souvent à des maladies ou à des risques rares, donc on s'exprime couramment en pour 100 000 personnes. Bon, ça, c'est la partie facile. Maintenant, intéressons-nous au problème des variations. Et ça va être un petit peu plus bordélique. Admettons que Batman me demande de faire les statistiques de l'asile psychiatrique d'Arkham pour voir comment les choses ont évolué entre 2016 et 2017. Alors, il y a beaucoup plus de criminels cette année. Putain, votre voix, elle a encore empiré depuis le dernier film. Vous avez vu un ORL récemment? Non, parce qu'il faudrait passer une fibro, là. Ce qui intéresse Batman, c'est de savoir comment évolue le nombre de criminels parmi les patients de l'asile. Le taf est pas super passionnant, mais bon, en consultant les registres de la police de Gotham, j'ai réussi à avoir les infos, et puis bon, je vois comment les choses ont bougé. En 2016, il y avait 50 criminels parmi 900 patients internés, et en 2017, il y en avait 70 parmi 1000 patients. Alors déjà directement, on peut dire qu'en variation absolue, il y a eu 100 patients de plus et 20 criminels de plus en 2017. C'est intéressant d'avoir la variation absolue pour Batman, parce que, vu les évasions à Arkham qui sont, disons, courantes, c'est directement sa charge de travail. Bon. Mais le directeur d'Arkham, lui, il aimerait bien savoir ce qui augmente le plus vite. Le nombre de patients total ou le nombre de criminels. Alors comparer le plus 20 et le plus 100 n'a pas de sens directement, parce que partir d'une population initiale de 50 ou partir d'une population initiale de 900, c'est très différent. Pour répondre à la question, il faut donc calculer ce que l'on appelle l'augmentation relative. Relative à quoi? Relative au nombre initial de 2016. Et ça revient à construire une sorte de proportion. Quelle proportion des patients de 2016 représenterait les nouveaux patients de 2017? C'est-à-dire le nombre de nouveaux patients de 2017 divisé par le nombre de patients de 2016. C'est-à-dire 20 divisé par 50, ça fait 0,4, 40% d'augmentation pour les criminels, et 100 divisé par 900, ça fait 0,11, plus 11% de patients totaux. Là par contre, ça a du sens de les comparer, et je peux dire que le nombre de criminels augmente proportionnellement plus que le nombre total de patients. Alors petite note, cette fois-ci on ne parle pas vraiment d'une proportion d'un ensemble. La limite entre 0 et 1, donc entre 0 et 100%, elle n'a pas de sens. Passer de 50 à 150 par exemple, ça fait une augmentation relative de 2, soit 200%. Et il peut y avoir des négatifs, moins 50%, moins 25% par exemple. Aucun problème. Du coup on appelle plutôt ça un taux de variation. Du coup, comme visiblement le taux de variation des criminels est plus fort que celui des patients lambda, ça vaut peut-être le coup de regarder ce que ça change pour la proportion des criminels parmi le total des patients. Calculons ça et mettons-le dans le tableau. En 2016, il y avait 50 criminels pour 900 patients, soit 5,6%. Et en 2017, cette proportion passe à 7%. Et cette variation de proportion, je peux l'exprimer aussi. Et de deux façons différentes, exactement les mêmes que pour les nombres bruts de patients. L'augmentation absolue, c'est la différence de proportion entre 2017 et 2016, facile, c'est-à-dire plus 1,4%, et puis je peux aussi faire l'augmentation relative, c'est-à-dire l'augmentation absolue de la proportion divisée par la proportion de 2016. Ça fait une augmentation relative de 26%. Et là, vous voyez l'arnaque. Pour les nombres de patients, les augmentations absolues et relatives ne s'expriment pas de la même façon. Soit c'est des patients, soit c'est des pourcentages. Alors que quand on parle des proportions, dans les deux cas, je l'ai noté avec des pourcentages. Alors, présenté comme ça semble facile parce que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Mais si je vous dis que dans l'asile de Métropolis, la proportion de criminels, elle a augmenté de 10%, de quoi je suis en train de parler? D'augmentation relative ou d'augmentation absolue? Vous n'en avez a priori aucune idée. En plus de ça, pour rendre les trucs encore plus complexes, je pourrais vous donner les variations avec des facteurs multiplicateurs à la place des pourcentages. Genre la proportion de criminels a été multipliée par 1,4 en 2017, a été multipliée par 3, etc.
Donc voilà le merdier, le piège tient simplement au fait que la variation absolue et la relative d'une proportion s'expriment toutes les deux en pourcentage. Alors, comment s'en sortir ? Déjà, si votre interlocuteur est sympa, il ne va pas utiliser le terme pourcentage pour parler de l'augmentation absolue. Il va vous parler de points. La proportion des criminels a augmenté de 1,4 points, soit plus 26%. Mais il n'est pas obligé de le faire. Du coup, pour être certain de savoir de quoi on parle, pas de miracle. Il faut juste faire super attention. Surtout que comme souvent avec les trucs comme ça, on peut grave se servir de ces imprécisions pour faire un petit peu de manipulation. Prenons un exemple. L'un des risques de prendre la pilule contraceptive, c'est de faire ce que l'on appelle des thromboses veineuses profondes, TVP dans le jargon médical. En gros, ce sont des veines qui se bouchent, c'est pas très agréable et ça peut mal finir. Intéressons-nous aux proportions de femmes ayant des TVP entre celles qui prennent des pilules de 3e génération et celles qui prennent des pilules de 2e génération. Bon, si je vous dis que la proportion des femmes souffrant de TVP augmente de plus 100% pour celles qui prennent des 3e génération, c'est-à-dire que la proportion de femmes malades est multipliée par 2. Vous êtes hyper inquiet. Vous partez immédiatement manifester contre Big Pharma parce que c'est un scandale. Par contre, si je vous dis que ça fait augmenter cette proportion de 0,02%, sous-entendu plus 0,02 points, là vous avez l'impression qu'on s'en bat un peu les ovaires, parce que ça change presque rien. Et du coup, vous achetez 5 kg de pilules de 3e génération pour les années à venir. Voyez-vous, dans les deux cas, ce que je viens de dire est vrai. Selon quels sont mes objectifs, je peux vous faire peur ou vous rassurer, sans vous mentir, simplement en choisissant intelligemment le type de variation que je présente. Bon, dans ce que je viens de vous dire, quelle serait la façon la plus honnête de présenter ? Déjà, c'est de bannir les pourcentages qui ici ne sont pas adaptés du tout pour des proportions aussi faibles, et de parler en pour 100 000 femmes. Il faut ensuite donner les proportions absolues. Les TVP concernent 20 femmes pour 100 000 femmes par an pour les 2e générations et 40 femmes sur 100 000 pour les 3e générations. De donner l'augmentation des risques absolus, plus 20 cas pour 100 000 femmes par an. De donner l'augmentation relative, parce qu'ici, effectivement, ça multiplie la proportion par 2, donc effectivement, c'est un plus 100%. Mais aussi de donner les proportions chez celles qui ne prennent pas la pilule. Et les proportions de TVP, c'est 10 pour 100 000 femmes pour celles qui ne prennent pas la pilule du tout, et 60 pour 100 000 femmes pour celles qui sont enceintes. Ça, c'est histoire de garder un peu les proportions en tête. Alors oui, c'est plus long, plus compliqué et beaucoup plus moche. Mais au moins, vous avez le tableau complet. Effectivement, individuellement, le risque est faible pour les 2 pilules, donc pas la peine d'aller vomir la pilule que vous avez prise il y a 10 minutes, que d'ailleurs ce risque il reste inférieur à celui de quand on est enceinte, mais que quand même, à l'échelle de la population française, ça représente un certain nombre de cas qu'on ne peut pas négliger. Alors, vous avez vu, avec les taux de variation, on peut facilement manipuler, faut faire gaffe. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a encore une dernière arnaque avec les taux de variation. Comme vous l'avez compris, un taux de variation se calcule en se basant sur une certaine valeur initiale qui sert de base. Et du coup, il faut faire hyper attention quand cette valeur initiale, elle change. Et c'est notamment le cas lorsque l'on enchaîne les variations. Prenons un exemple avec des prix. Mettons ce truc-là. Voilà, ça. C'est une sphère de Hoberman. Ça sert absolument à rien. C'est un icosidodécaèdre qui, grâce à des articulations, peut changer de diamètre facilement. Bref. Admettons que ça coûte 10 € et que j'augmente son prix de 5 €. Ça fait donc 5 divisé par 10, soit 50% d'augmentation. Maintenant, si quelques temps plus tard, je décide de baisser son prix de 5 € de nouveau pour revenir au prix initial. Cette fois-ci, je fais moins 5 €, mais divisé non pas par 10, mais par son nouveau prix, à savoir 15 €. Et du coup, ça ne fait que 33% de diminution de prix. Pas 50%. Donc, quand on parle de taux de variation et que l'on veut les enchaîner, plus 10%, puis moins 20%, puis plus 10%, etc., il faut faire hyper gaffe et bien regarder ce que ça donne sur le prix réel. Parce que chaque taux s'applique sur la nouvelle valeur de la variable. Si je m'amuse à faire des plus 10%, moins 10%, etc., mettons 100 fois, en partant de 10 €, je finis par obtenir 3,66 €. C'est-à-dire une diminution totale de 63%. C'est pas pareil. Alors, au total, que faut-il retenir pour tout ça ? Bon, les proportions, c'est des moyennes entre 0 et 1 de variables dites qualitatives. Pour que tout le monde comprenne, on les exprime souvent en pourcentage, mais c'est pas obligé. Et puis on peut le faire aussi en pour 100 000 personnes, et puis les physiciens, des fois, ils font du pour 1 million, pour 1 milliard, etc. Une variation peut s'exprimer en proportion de la valeur de départ, on appelle ça un taux de variation.
Et si la valeur de départ est déjà une proportion, il faut faire super gaffe de savoir si on est en train de parler de variation relative ou de variation absolue. Et comme les variations se basent toujours sur des valeurs de départ, eh bien il faut aussi faire attention d'où l'on part. Faire un plus 50% puis un moins 50% ne ramène pas du tout à la même valeur. Alors, quelques petites notes pour finir. Je sais que pourcentage, variation, ce n'est pas forcément les sujets les plus passionnants, mais j'avais besoin d'être sûr que ce sont des notions qui sont comprises pour les vidéos qui vont venir bientôt, où parfois une variation, machin, faut pas tomber dans le piège. Et puis même, ne serait-ce que pour pas se faire arnaquer, c'est quand même intéressant. Autre truc, en gros, d'après ce que j'ai dit, il semblerait exister deux types de variables, les variables quantitatives et les variables qualitatives. C'est vrai, mais on peut aussi leur donner d'autres qualités. Les variables peuvent être continues, ou peuvent être discrètes, elles peuvent être ordinales, etc. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de voir. Puis de toute façon, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Autre élément plutôt original, en épidémiologie, on n'a pas trop de problèmes philosophiques à transformer des variables quantitatives en variables qualitatives. Par exemple, dans l'épisode 7, je vous ai expliqué qu'on avait découvert que l'hypertension augmentait le risque d'avoir des crises cardiaques. En réalité, on n'a pas découvert qu'une variable qualitative, qui serait être hypertendu, oui ou non, provoque une augmentation du risque. Non, pas du tout. Ce qu'on a en fait, c'est une variable quantitative, la tension artérielle, et plus la tension augmente, plus le risque augmente. Et en fait, les épidémiologistes, ils se posent des questions des fois, et ils découpent des variables quantitatives en disant, voilà, au-delà de 140 mm de mercure, je décrète qu'on a de l'hypertension. Je décrète qu'au-dessus, c'est une variable qualitative hypertendue, oui, en dessous, c'est hypertendu, non. Donc en épidémiologie, les variables, elles peuvent un petit peu se changer et s'échanger. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!